Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un sujet à la fois complexe et, on peut le dire, absolument essentiel. Comment une personne étrangère en situation irrégulière peut obtenir un titre de séjour en France? C'est une question très administrative, bien sûr, mais qui est aussi profondément humaine. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. On parle ici d'un serpent de mer. C'est une image très juste, parce que ce n'est pas du tout un sujet nouveau. C'est un débat qui revient sans cesse, qui est très complexe, et qui évolue constamment au fil des lois et des gouvernements. Alors, pour être sûr qu'on parte sur les mêmes bases, qu'est-ce que c'est exactement la régularisation? Eh bien, c'est la procédure qui permet à un étranger non européen qui vit en France sans autorisation d'obtenir un titre de séjour. Mais attention, le mot-clé ici, c'est exceptionnel. Ça veut dire que chaque demande est vraiment unique et examinée au cas par cas. Et pour bien saisir l'ampleur du phénomène, on estime qu'il y a environ 350 000 personnes sans papier en France aujourd'hui. C'est un chiffre important, qui nous montre bien à quel point il est essentiel de comprendre comment ces démarches fonctionnent. Alors, voyons ça plus en détail. Voici le programme pour cette analyse. On va commencer par définir un peu plus ce qu'est la régularisation. Ensuite, on verra les trois grandes voies pour y accéder, avec un focus particulier sur celle du travail. On comparera deux cas de figure bien distincts, on détaillera la procédure étape par étape, et pour finir, on résumera ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti! Pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule et unique façon de demander une régularisation. En fait, on peut les regrouper en trois grandes catégories principales. Donc on a trois voies. La plus fréquente, c'est la régularisation par le travail. Et c'est sur celle-là qu'on va se concentrer. La deuxième grande voie, ce sont les motifs familiaux. Par exemple, si on a un conjoint ou un enfant français. Ça crée un lien très fort avec le pays. Et enfin, la troisième voie, elle regroupe tout un tas de situations plus spécifiques. Des raisons médicales graves, des considérations humanitaires ou encore le cas de jeunes étrangers qui sont particulièrement bien intégrés. Une très longue présence en France, plus de 10 ans, peut aussi jouer. Allez, maintenant, zoom sur la voie la plus courante, et surtout celle qui a connu le plus de changements ces derniers temps, la régularisation par le travail. Et là, attention, c'est un point absolument crucial à comprendre. La régularisation, ce n'est jamais un droit automatique. Jamais. C'est ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour. Concrètement, ça veut dire que chaque dossier est étudié individuellement par la préfecture, qui a ce qu'on nomme un pouvoir discrétionnaire. En d'autres termes, c'est elle qui a le dernier mot, le pouvoir de dire oui ou non. Pour bien comprendre la situation actuelle, un petit retour en arrière s'impose. Pendant des années, c'est la circulaire Valls de 2012 qui a fixé les règles du jeu. Puis, en 2024, la nouvelle loi immigration a créé une voie spécifique pour les travailleurs des métiers en tension. Et tout récemment, en 2025, la circulaire Retailleau a officiellement mis fin à la circulaire Valls, même si, en réalité, ces grands principes ont été repris dans la loi. Avec tout ça en tête, voyons ce que ça donne aujourd'hui, sur le terrain. En gros, pour une personne qui travaille, il y a maintenant deux options principales sur la table. Alors comparons ces deux options. D'un côté, le cas général, l'héritage de la voie Valls, là il faut justifier de 3, 5 ou même 7 ans de résidence avec un certain nombre de fiches de paye. De l'autre, la nouvelle voie des métiers en tension. Elle est plus directe, au moins 3 ans de présence et 12 mois de travail sur les 2 dernières années. Mais la différence la plus spectaculaire, elle est sur la dernière ligne, le rôle de l'employeur. Indispensable dans le premier cas, il n'est plus requis dans le second. Mais c'est quoi, au juste, ces fameux métiers en tension ? Eh bien, pour que ce soit plus concret, voici quelques exemples. On y trouve des cuisiniers, des aides-soignants, des employés de l'hôtellerie, des ouvriers du bâtiment, des carrossiers ou encore des aides à domicile. En fait, ce sont tous ces secteurs où la France a du mal à recruter. On insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. Dans le cas général, c'est l'employeur qui doit lancer la machine, qui doit s'engager avec une demande d'autorisation de travail. Alors que pour les métiers en tension, le travailleur peut faire sa demande tout seul, directement, sans même l'accord de son employeur. C'est une petite révolution dans le système. Par contre, attention, il y a un détail qui a toute son importance. Cette nouvelle voie, beaucoup plus simple pour les métiers en tension, eh bien c'est une mesure expérimentale. En l'état actuel des choses, elle est censée s'arrêter le 31 décembre 2026. D'accord, mais alors comment ça se passe concrètement une demande? On va décomposer ce qui peut ressembler à un vrai parcours du combattant administratif. Tout commence toujours par l'étape 1, la préparation du dossier. C'est souvent le plus long. Il faut rassembler toutes les preuves, de résidence, de travail, le passeport. Ensuite, étape 2, le dépôt du dossier complet à la préfecture. Après ça, étape 3, c'est la phase d'attente, pendant que l'administration étudie la demande. Et enfin, l'étape 4, la réponse, qui peut être positive ou négative. Ah, et là, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui se passe si on attend des mois et qu'il n'y a toujours aucune nouvelle de la préfecture? Silence radio.
Eh bien, il faut savoir qu'en droit français, le silence de l'administration, ça a une signification bien précise. Si, au bout de 4 mois, la préfecture n'a toujours pas répondu, c'est légalement considéré comme un refus implicite. Et à partir de ce moment-là, la personne a exactement 2 mois pour faire un recours et contester cette décision. On arrive presque au bout de notre décryptage. Il est temps de synthétiser les points les plus importants, ceux qu'il faut vraiment garder en tête. Finalement, on voit qu'un dossier solide, il repose sur 4 grands piliers. D'abord, une résidence stable et ancienne. Ensuite, des preuves de travail solides. Troisièmement, une bonne intégration sociale. Ça passe par la langue, mais aussi l'adhésion aux valeurs de la République. Et enfin, le 4e pilier, celui qui chapeaute tout. La décision reste à la discrétion de la préfecture. C'est vraiment l'idée centrale. Le préfet ne se contente pas de cocher des cases sur une liste, il évalue la situation dans son ensemble, le parcours de la personne, son histoire, son insertion. C'est une appréciation humaine et pas juste une formule mathématique. On termine avec cette question, une question ouverte qui est finalement au cœur de tout ce débat. Toute la politique de régularisation, c'est la recherche permanente d'un équilibre. Un équilibre très délicat entre les besoins de l'économie française d'un côté et les principes humanitaires de l'autre. Trouver le juste curseur, ça reste un défi constant.